bonjour à toutes et à tous, ceux qui êtes déjà connectés, qui nous rejoignent du coup pour conclure ce cycle. C'est le sixième webinaire qu'on va partager ensemble du coup dans le cadre de ce projet AICA. Bienvenue Mario, merci beaucoup de nous faire le plaisir de votre présence et du coup de clôturer ce cycle. Je vais vous laisser la parole dans un instant. Du coup, on a gardé le thème mystère pour cette dernière intervention, donc on a hâte de savoir de quoi vous allez nous parler. Donc Mario, vous me corrigerez si je dis une erreur, mais vous êtes économiste au bureau du coordinateur résident des Nations Unies à Madagascar, avec un historique du coup d'économiste dans plusieurs structures, notamment des Nations Unies. Euh, et ben, on a hâte du coup de savoir de quoi vous allez nous parler aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour clôturer du coup ce cycle de webinaire avec Aïka. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je remercie les projets AICA, mais aussi à Elliot, à Esther et à Jean-Gabriel m'ont invité à faire cette présentation aujourd'hui. Alors, vous êtes correct. Je suis l'économiste au BCR, le Bureau de coordinateur résident ici à Madagascar. C'est une structure de l'ONU. Vous connaissez déjà peut-être les autres des agences de l'ONU, comme la OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou les PNUD, les programmes des Nations Unies pour le développement, les UNICEF, UNESCO. Il y a plusieurs agences. Et pour avoir une cohérence plus grande entre les agences de l'ONU, on a établi il y a quelques années dans tous les pays un bureau de coordinateurs résidents dans chaque pays. Et c'est là où je suis basé. Et on travaille avec les agences pour avoir une voix cohérente des Nations Unies ici à Madagascar. Et aujourd'hui, les thèmes, c'est exactement le développement durable, mais surtout les programmes 2030 et les ODD. On va parcourir l'histoire et la structure du programme 2030 et mettre en action des perspectives de comment les ODD et les programmes 2030 peuvent aider au développement à Madagascar. Je vais partager une présentation. Un instant. Dis-moi, s'il vous plaît, quand vous pouvez voir la présentation. Alors, on voit bien votre écran. Voilà, c'est bon. La présentation est C'est affichée. bon? Oui, parfait. OK, excellent. Alors, cette présentation a deux parties principales, deux objectifs. Premièrement, c'est aborder les développements durables et comment ça est interprété dans des documents de l'ONU. Et après ça, avoir une vision plus détaillée du programme 2030 et les ODD, bien sûr. Quand on parle des programmes 2030, il faut dire aussi il y a des documents ou des acteurs qui appellent les programmes 2030 Agenda 2030. Et ça vient du nom en anglais. En anglais, c'est l'agenda 2030. Alors, quelquefois en français, il y a des acteurs qui utilisent aussi cette nom-là, Agenda 2030. C'est seulement pour clarifier que c'est exactement la même chose. Agenda 2030 et programme 2030, c'est la même chose. Les termes officiels en français, c'est programme. Mais agenda, c'est acceptable aussi. Et aussi pour les ODD, si vous voyez SDG, c'est l'acronyme en anglais, mais c'est la même chose. SDG ou ODD. Mais en français, on parle des objectifs de développement durable, alors ODD. Euh, on commence avec les concepts de développement durable. Et ça vient d'il y a plusieurs décennies, c'est peut-être 40 ans. La définition qui est la plus acceptée ou utilisée parmi les agences des Nations Unies, qui est les développements durables et développements qui répondent aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à l'heure. Et à l'époque, ça c'était révolutionnaire parce que jusque-là, les développements étaient surtout les développements économiques. C'était la croissance économique, la création des emplois, mais sans penser beaucoup aux générations futures. Et ça, c'était un changement de la manière de regarder le développement. Et c'est là que l'aspect durable est venu. Et ça a pris beaucoup de temps, puisque la majorité des acteurs
commencent à accepter cette définition. Aujourd'hui, c'est déjà accepté pour la plupart des observateurs ou acteurs, même si on voit quelques pays qui sont moins positives quand on parle de l'agenda climatique, par exemple. On voit qu'il y a des pays qui commencent à aller dans la direction opposée. Mais aujourd'hui, quand on parle de développement durable, on parle de développement économique, mais aussi social, parce que l'être humain est le centre, et l'environnement. Et ça a commencé dans les années 1940. Ici sont les trois piliers du développement durable, j'ai déjà mentionné, qui historiquement c'était surtout l'économique, mais on a passé au social et au environnemental. Et c'est ça où c'est là qu'on travaille, surtout dans l'interaction des trois piliers. Alors, quand on parle de développement économique aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le social ou l'environnemental. Si on oublie le social ou l'environnemental, les piliers économiques lui-même, à la fin, on trouvera beaucoup de problèmes. Par exemple, disons qu'on pense seulement au économique et on va explorer une forêt, on rizière sans penser, le sol va devenir moins prêt à la cultivation, par exemple. Alors, même pour l'économie, euh, et si on ne pense pas à l'environnement et à le social, l'économie elle-même va payer aussi à la fin. Alors, même pour les acteurs économiques qui pensent surtout à l'économie, pour eux, c'est bien aussi de penser au social et au environnemental. Parce que ça aussi, à long terme, ça c'est la grande différence. Il faut prendre en attention le social et l'environnemental. Et traditionnellement, les acteurs économiques pensaient seulement à court terme. Et à court terme, beaucoup d'acteurs oublient, on n'imagine pas que c'est important de penser au social, au environnemental. Mais à long terme, il n'y a aucun doute qu'il faut penser aux trois piliers. Euh, Quand on parle de développement durable aussi, il faut parler des principes. Ça, c'était aussi un grand changement par rapport au développement qu'on parlait avant. Quand on parle des principes, et ça, c'est une partie très, très importante du programme 2030, c'est de parler aussi des droits humains. Et dans les paragraphes 8 du programme 2030, on donne cette importance aux droits humains. Et même moi, quand je suis arrivé ici à Madagascar, je suis économiste, je ne suis pas avocat des droits humains. Mais quand je suis arrivé ici à Madagascar, j'ai vu comment les droits humains sont extrêmement importants. Et quand on parle de l'économie, il faut parler des droits humains. Par exemple, ici, l'année passée, il y avait un problème très grand avec l'accaparement des terres. Il y avait beaucoup de localités, quelquefois dans les plages, les îles à côté de Nosy-Be, ou même à côté des Tana, sur les nouveaux autoroutes qui ont été construites. Il y avait beaucoup de terres qui normalement appartenaient aux populations locales, qui ont été accaparées par les gouvernements quelquefois ou par les grandes entreprises. Et c'était des activités pour le développement économique, mais sans respecter les droits humains. Et ça a fait que beaucoup de problèmes pour les populations locales qui ont perdu ces rizières ou ont perdu l'accès pour son zébu pour aller au champ et tout ça. Et c'était une question des droits humains. Et l'ONU et la société civile se sont organisés pour défendre les droits humains dans cette approche pour le développement économique. On ne peut pas avoir un vrai développement si on n'a pas les droits humains. Et les droits humains ici, c'est principe de développement avec les droits humains est étroitement lié aussi à un douzième principe qui c'est très fort à l'ONU, qui c'est ne laisser personne de côté. Et ça veut dire qu'il faut penser aux groupes vulnérables et surtout aux plus vulnérables. Traditionnellement, quand les acteurs de développement travaillent sur le développement, les plus faibles ou les plus vulnérables ne sont pas inclus dans les discussions, ne sont pas consultés, par exemple. Et ici, c'est vraiment en volonté de changer cette réalité
et d'avoir à la table les groupes, les représentants des groupes vulnérables. Et ça commence, bien sûr, avec les plus pauvres, mais aussi avec des groupes spécifiques, avec des groupes ethniques minoritaires, les femmes et les jeunes filles, par exemple, les personnes handicapées et plusieurs autres groupes. Et ces conseils en anglais s'appellent Leaving No One Behind, LNOB. Alors, dans les publications ONU, vous pouvez voir beaucoup de références à LNOB. Ça veut dire ne laisser personne de côté. Et c'est un principe base pour les actions de l'ONU sur le développement durable et l'agenda 2030, les programmes 2030 et les ODD. Peut-être vous connaissez déjà la structure des ODD. On va arriver dans quelques minutes. Mais quand on arrive à la structure des ODD, vous allez reconnaître cet ensemble LNOB, ne laissez personne de côté, dans la structure des ODD. Il est toujours là. Il y a toujours des références dans les objectifs, les cibles, les indicateurs qui font référence à ne laisser personne de côté. Et une partie essentielle de ne laisser personne de côté, c'est l'égalité des genres. Ça, l'égalité des genres, elle apparaît très déjà dans des documents de l'ONU avant les ODD. Ça existait déjà. Il y avait toute une ligne qui se battrait pour l'égalité des genres. Mais ça est devenu une partie essentielle aussi des ODD et de l'agenda 2030, le programme 2030. Et on va, par exemple, quand on définit les indicateurs, par exemple, accès à l'éducation, ou accès à formation technique, on ne travaille non plus seulement dans les chiffres pour la population en général. Il faut toujours voir quelle est la situation pour les femmes. Alors, chaque fois qu'il est possible, on essaie de trouver les données ou des informations qui sont spécifiques aux femmes et aux jeunes filles. Je peux vous donner un exemple des pays arabes. Avant d'être ici à Madagascar, j'étais à Beyrouth et j'ai travaillé pour 22 pays de l'ONU dans le monde arabe. Et là-bas, on avait un projet pour l'inclusion financière. OK? Et dans ces domaines, il y a les banques, la microfinance et tout ça. Et dans les mondes partout dans le monde, les femmes sont moins incluses financièrement que les hommes, mais surtout dans les pays arabes. Et beaucoup d'acteurs essayaient de changer ça, d'améliorer l'inclusion financière. Mais les choses ne changeaient pas beaucoup. Même si on faisait des actions pour incentiver l'inclusion financière des femmes, à la fin, la différence femmes-hommes était toujours là. Et on a fait des interviews et des discussions en groupe avec les femmes pour découvrir quel est le problème. Et une des choses qu'on avait appris, c'est que dans ces communautés-là, pour une femme, pour avoir un compte bancaire, c'était pas socialement acceptable si les maris n'avaient pas un compte bancaire. Alors, il y avait tous ces coutumes traditionnelles, quelquefois liées à la religion, qui empêchaient d'échanger les choses. Et il faudrait faire ce travail spécifique pour trouver les situations, les circonstances des femmes, pour trouver une solution à ça. Et avant, le travail était fait sans penser à ça, sans faire la vraie consultation avec les personnes impliquées. Ça, c'est un petit exemple de comment on cherche à arriver en égalité des genres. Parce qu'il y a beaucoup de barrières économiques, sociales et des crans, qui peut-être qui font plus difficile l'égalité des genres. Alors, il faut faire les questions, il faut voir, identifier qu'est-ce qu'il y a qui empêche d'arriver à cette égalité des genres. C'est un principe central, c'est ça que je voudrais dire. Et un autre principe, c'est ça de la tolérance et de la ouverture. Et on peut voir dans la plupart des articles des objectifs, cibles, indicateurs des ODD. Bon, j'avais mentionné déjà qu'on allait investiguer la structure des ODD. C'est une structure tripartite. Alors, les ODD, ce sont les objectifs. Il y a 17, non? Et les objectifs sont des objectifs principaux.
C'est une définition, par exemple, on peut dire de réduire la pauvreté ou de augmenter l'accès à l'eau. Ce sont les objectifs principaux. Mais chaque objectif, il est divisé en cibles. Il y a plusieurs cibles. Alors, on peut dire que ce sont les objectifs intermédiaires. Et cette structure existait déjà. C'est pas une innovation des ODD, mais c'est une structure qui a été utilisée ici aussi. Et à la fin, la troisième partie de cette structure, ce sont les indicateurs. Et les indicateurs sont les outils. C'est quand on est très précis. Je donne un exemple. On commence par exemple avec l'objectif 1 des ODD, les ODD 1, qui c'est éliminer la pauvreté. Et sous toutes ces formes et partout dans le monde. Alors, c'est très généreux, très général. Dans les objectifs 1, il y a plusieurs cibles et chaque cible, c'est énuméré 1.1, 1.2, 1.3. Ici, je donne l'exemple de cible 1.3 que c'est mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous. Quand on dit pour tous ici, c'est ne laisser personne de côté. Pour tous, ça veut dire vraiment pour tous. Et il faut commencer avec les plus pauvres, non? Alors, les cibles de mettre en place des systèmes de mesures de protection sociale, c'est une manière d'arriver à l'objectif 1, mais c'est pas la seule. Il y a plusieurs cibles. Il y a des cibles, par exemple, que c'est sur les services sociaux basiques. Pour éliminer la pauvreté, il faut que les gens ont accès aux services sociaux basiques comme l'eau, l'électricité, l'énergie et tout ça. Ici, les cibles en point 3, il peut être mesuré par plusieurs indicateurs. L'indicateur que les membres de las Nations Unies ont choisi pour faire les suivis, l'évaluation, c'était celui-là, l'indicateur 1.3.1. Et c'est la proportion de la population bénéficiant des socles au système de protection sociale. Par sexe, ici on va les laisser personnes de côté, mais ici l'égalité des genres. Et par groupe de population, enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes, et il y a beaucoup d'autres groupes, non? Ici on voit en action l'utilisation de principe de ne laisser personne de côté, non? Alors ça, on voit qu'il y a quelques cibles qui peuvent avoir plusieurs indicateurs. Il y a d'autres cibles qui ont seulement un indicateur. Et il y a une longue liste d'indicateurs. Et plus tard, je peux vous montrer où vous pouvez trouver toute cette structure. C'est disponible en ligne. En réalité, je veux le montrer maintenant. Il y a ces documents-là. Un instant. On peut voir ça. Je commence avec. Pour les indicateurs des ODD, il y a ces sites-là, UN Stats, c'est la statistique de l'ONU. SDG, c'est les ODD. Ils ont un data portal. Et ici, vous pouvez trouver tous les objectifs, cibles et indicateurs des ODD pour tous les pays et pour toutes les années qui sont disponibles. Et c'est une structure très détaillée. Vous pouvez venir ici, par exemple, je vais choisir les objectifs 1. L'Internet, on peut... Ici, c'est pas très bien la connexion Internet. Bon, OK. Ici, vous pouvez voir tous les 17 ODD. Je vais choisir le ODD 1. Et j'avais parlé des cibles, target en anglais, c'est cible. Euh, c'est la protection sociale. On va ici et on voit que pour cette cible, il y a seulement un indicateur et vous pouvez le choisir et vous pouvez choisir après quel pays vous pouvez voir et quelle année, tout ça. Je voulais simplement te faire un bref démonstration. Ici, vous pouvez choisir tous les pays si vous voulez. Il y a 260 pays. Vous pouvez choisir seulement Madagascar si vous préférez. Je vais faire Madagascar. Oups. On fait Oups.
Madagascar. Je pense qu'ici, c'est une source très importante parce que je sais que vous, comme étudiant, vous cherchez à travailler sur les ODD. Et ici, c'est la plus complète source d'informations sur les ODD. Oups, Madagascar est parti. Madagascar. Tous les années sont là. Je vais faire Show Results et vous allez trouver toutes les données ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs séries d'informations sur cette conseil-là. Je vais montrer la première, par exemple. On verra. Ça, c'est pour vous aider quand vous cherchez des données sur les ODD. Ici, dans ce cas, c'est important de voir que Madagascar n'a pas publié des informations pour la plupart des années. Alors, j'ai choisi un exemple. Oui, il y a pour une année seulement, c'était pour 2022. Mais il y a, comme j'ai dit, des centaines des cibles et des indicateurs. Et pour quelques-uns, comme celui-là, la disponibilité des données est faible. Et ça, c'est un problème pour Madagascar. Madagascar est parmi les pays avec la disponibilité plus restreinte des données. Et les données sont très importantes. On va voir ça dans les prochaines slides. Et vous voyez ça, il y a seulement pour une année. Comment on peut mesurer l'amélioration ou non si on n'a pas de données, non? Ça, c'est un exemple d'où on a besoin de plus de données. Bon, ça, c'est une petite démonstration. Je reviens aux slides. On était là sur la structure, non? Euh, j'ai dit déjà qu'il y a 232 indicateurs. Non, il y a plusieurs des indicateurs. Je viens de mentionner des défis, qu'il y a des indicateurs qui sont nouveaux. Quelques indicateurs, il n'y a aucun données à ce moment-là parce que ce sont des données nouveaux, ce sont des indicateurs nouveaux. Et il faut que les gouvernements des pays commencent à faire de la recherche pour trouver des informations sur ces données. Mais même les indicateurs qui existaient déjà, comme par exemple sur la protection sociale, il n'y a pas de données dans plusieurs pays, spécialement à Madagascar. Bon, et pour dire aussi que cette structure-là des indicateurs, des ODD, des indicateurs, c'est une structure globale, mondiale, non, qui est proposée pour tous les pays. Mais chaque pays, comme Madagascar, peut aussi choisir ses propres indicateurs additionnels. Il y a plusieurs des pays qui ont des caractéristiques spécifiques et qui développent ses propres indicateurs aussi. Je donne un exemple. Dans la plupart des pays au monde, quand on parle de l'accès à l'eau, ok, on parle surtout de l'accès à l'eau de qualité. Et quand on dit de qualité, il y a une définition très précise. C'est quoi un eau de qualité? C'est une eau qui respecte plusieurs conditions. Ok? Et malheureusement, à Madagascar, il n'y a presque personne qui a un accès à eau de qualité. C'est très, très, très réduit l'accès parce que les conditions, l'eau ici n'a pas la qualité qui, la, qui on voulait avoir, non? Alors ici, quand on parle à Madagascar, quand on parle de l'eau, c'est surtout accès à l'eau basique, c'est pas l'eau de qualité. Alors quand on regarde la plupart des documents de gouvernement, ou même de l'ONU ici à Madagascar, on parle de l'eau de base, parce qu'on est aussi loin d'arriver à l'eau de qualité, même si la grande part des pays du monde est dans les ODD, les ODD 6, c'est seulement pour l'eau. ODD 6, c'est pour l'eau. Et là-bas, on parle seulement de eau de qualité. Mais Madagascar n'utilise pas cette nomenclature. Utilise une nomenclature de eau de base. C'est un exemple pour voir comme les pays peuvent choisir ce qui est plus proche de sa réalité. Malheureusement, Madagascar est dans une réalité où l'eau est de mauvaise qualité et où la grande partie des populations n'a pas même accès à l'eau de mauvaise qualité. Alors, c'était un peu irréel de faire un discours autour de eau de qualité à ce moment. C'est un peu comme ça. Alors, adapté à la réalité de Madagascar, les acteurs, ils parlent de l'eau de base. Premièrement, il faut avoir d'accès à l'eau de base. Bien sûr qu'on voulait de l'eau de qualité. Et ça, à la fin, c'est les grands bouts. Mais on est loin d'être là. Euh,
Alors, on a un besoin urgent de renforcer les capacités des pays les statistiques. J'ai mentionné ça déjà. À Madagascar, on manque beaucoup de statistiques et beaucoup de bailleurs, ou même l'ONU, ont des programmes pour renforcer les capacités des statistiques. J'ai déjà montré le système global pour recueillir des données. Je vais vous montrer la base de données de l'ONU, non? Et ça, c'est très important aussi parce que vous pouvez trouver pas seulement les données de Madagascar, mais de tous les pays. Et vous pouvez comparer Madagascar à d'autres pays. Et vous pouvez identifier des pays, par exemple, normalement, j'ai fait ça, je vais là-bas, je trouve les informations pour tous les pays et je compare pour voir quels sont les pays qui ont avancé le plus. Parce que Madagascar, dans la plupart des données, n'a pas avancé. Mais on peut identifier les pays qui ont augmenté le plus rapidement et on peut voir, ah, ouais, il faut voir qu'est-ce que ces pays a fait. S'il a fait des améliorations incroyables, peut-être il y a des leçons qui viennent de ces pays. Alors je pense que c'est une manière où les données peuvent nous aider aussi pour trouver des bons exemples. Il y a un pays, par exemple, le Vietnam. Le Vietnam a fait des progrès énormes dans la plupart des ODD. C'est pas le seul, mais c'est parmi les pays qui ont fait des progrès incroyables. Alors peut-être il y a beaucoup d'expériences au Vietnam qui peut servir à Madagascar. Le Vietnam était un pays agricole comme Madagascar, un pays basé sur les riz comme Madagascar, un pays où il y a aussi de café. C'est un pays agricole qui s'est transformé dans une potence industrielle et en potence touristique. Madagascar peut-être peut apprendre avec des exemples de Vietnam. Euh, on continue, j'ai parlé déjà des principes directeurs. Mais ici, on parle spécifiquement de suivi et évaluation. Et ici, c'est quelque chose relativement nouvelle. Je ne dis pas nouvelle, mais relativement nouvelle. Si on va quelques décennies, la partie suivi en arrière, la partie suivi évaluation n'était pas aussi forte. Mais les pays faisaient tous ces accords et tout ça, mais à la fin, la partie suivi évaluation était moins forte ou n'existait pas. Et pour les programmes 2030, il y a une partie sur évaluation structurée dans le programme. Mais il faut indiquer que c'est un suivi évaluation volontaire. C'est pas obligatoire. Et ça, c'est l'ouverture et transparence de chaque pays de faire son propre suivi. Alors, les pays sont incentivés à faire un suivi, mais c'est volontaire. Il y a aussi un parallèle avec l'accord de Paris. L'accord de Paris, quand on parle des changements climatiques, ce sont des compromis volontaires. Les pays disent, ah, je veux faire ça, mais c'est pas obligé. C'est différent des autres accords. Il y a d'autres accords, par exemple, les accords de la OMC, Organisation mondiale du commerce, qui sont des accords obligatoires. Il faut suivre ces accords-là. Au moins, il faudrait, non, maintenant, les pays ont oublié de l'OMC avec Trump et tout ça. Ils respectent toutes les règles de l'OMC. Mais avant, les pays respectaient l'OMC, mais c'était obligatoire. Il faudrait le faire. Ici, c'est volontaire. Les pays font de la manière et quand ils veulent. Mais il y a cette suivi évaluation nationale fait par chaque pays et les pays sont incentivés à faire des rapports et des suivis, d'avoir des analyses des données pour voir les progrès normalement on discute ça au niveau régional. Ici en Afrique, c'est au niveau de l'ECA, c'est la Commission économique d'Afrique à Addis Ababa et chaque pays présente ses, ses résultats nationaux et il y a des interactions entre les pays au niveau régional pour avoir un message régional. Et à la fin, ça vient au niveau international où tous les pays se trouvent à New York, à la siège de l'ONU, pour discuter des exemples positifs des pays. Mais tout ça, c'est quelque chose de volontaire. Et Madagascar est active, mais Madagascar pourrait être plus actif. Il y a des pays qui sont beaucoup plus actifs dans les suivis et évaluations des ODD. Euh, C'était là que je voulais m'arrêter. Ici, je voulais aussi dire que à Madagascar,
l'ONU travaille avec les gouvernements pour faire que ce ODD et les programmes 2030 deviennent une réalité. Et comment on fait ça? On fait ça à travers le cadre de coopération. Dans chaque pays, l'ONU et les gouvernements signent un document qui s'appelle le cadre de coopération où les priorités sont identifiées. Parce qu'on parle des 17 objectifs, 232 indicateurs. C'est trop, non? Alors, dans chaque pays, les gouvernements identifient ses priorités et il y a un dialogue avec l'ONU pour trouver quelles sont les priorités dans ces pays. Alors, à chaque 4 ans, un document comme ça est fait. Maintenant, nous sommes dans le cadre de coopération 2024-2028. Et c'est un document aussi qui c'est disponible en ligne, vous pouvez le trouver. Si vous allez travailler sur les ODD au niveau de Madagascar, c'est très important de voir ces documents aussi. Parce que quand on parle de l'agenda 2030, c'est un document, ou le programme 2030, c'est un programme généraux qu'on applique à tous les pays. Mais si vous allez travailler au niveau de Madagascar, je recommande aussi consulter les cadres de coopération entre l'ONU et le gouvernement de Madagascar, où vous trouverez quelles sont les priorités. Il y a 4 grands axes, social, économique, politique et environnemental. Et dedans, chacun de ces axes principaux, il y a les actions prioritaires et des indicateurs. Alors, c'est un microcosme des ODD. Et je voulais mentionner ça parce que j'imagine que vous pouvez faire des études qui sont des comparaisons entre pays. Mais si vous faites des études qui sont sur Madagascar spécifiquement, je dirais qu'il faut aller pas seulement aux ODD et au programme 2030, il faut aller au cadre de coopération aussi. Parce que là-bas, vous trouverez des priorités spécifiques pour les gouvernements. Et ça change avec le temps. J'ai mentionné qu'on est dans les cadres de coopération 2024-2028. Avant, il avait les cadres de coopération 2021-23. Il y a des changements, il y a des adaptations avec le temps. Normalement, la plupart des priorités ne changent pas, mais il y a des variations avec le temps, non? Alors, les prochains, ça viendra dans quelques années, mais on commence déjà à travailler sur les priorités pour les prochaines cadres de coopération, non? Mais on est encore dans les cadres de coopération 2024-2028. Alors, c'était avec ça que je voulais conclure ma présentation, mais je suis là pour une discussion, pour des questions, pour des exemples, et j'espère que ça soit utile. Je peux partager avec vous aussi les liens pour les documents et peut-être plus tard, Esther, pour compartir avec vous les liens à la base de données qui est très utile, les liens au cadre de coopération et les liens aussi au texte officiel en langue française. Parce que quelquefois, c'est difficile de trouver les textes en français. C'est surtout les textes en anglais. Alors, je peux compartir tous ces liens avec vous pour faciliter votre travail quand vous cherchez les informations. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. C'était vraiment très, très intéressant. Effectivement, on partagera, si vous êtes d'accord, tous les contenus. Il y a plusieurs questions déjà. Donc, je vais commencer avec celle d'Angela. Et elle demande en fait si tous ces objectifs ne sont pas réellement atteints en 2030, et on se doute que ça va être difficile parce qu'ils sont très ambitieux. Qu'est-ce qui Mhm. va se passer après? Est-ce qu'il y aura un autre programme de développement? Comment? Parce qu'à Madagascar, voilà, on est encore assez loin, donc elle s'interroge sur les prochaines attentes. Qu'est-ce qui va se passer au-delà? Ouais, oui. Elle est 100% correcte dans son affirmation, dans son question. Au niveau mondial, on est très loin d'arriver aux ODD. Dans quelques pays, on a arrivé, mais au niveau mondial, on n'est pas arrivé. Et à Mana, on n'est pas là non plus. Alors, il y a déjà des discussions au sein de l'ONU sur qu'est-ce qui vient après 2030. Ça, on commence à avoir il y a déjà des articles. Si vous allez au Google et vous faites des questions, il y a déjà des articles scientifiques sur ça. Qu'est-ce qui vient après? Mais pour répondre à cette question, il faut dire que les ODD, ils ne sont pas apparus de rien.
Ils font partie d'une progression de quelque chose qui existait déjà. Et avant les ODD, il y avait les objectifs millénaires de développement. Les ODD sont établis à 2015, OK? Mais 15 ans avant, à 2000, l'ONU a établi les OMD, les objectifs millénaires de développement. Ils étaient plus restreints. C'était pas 17 objectifs, c'était 8 objectifs. C'était plutôt la santé, l'éducation, l'égalité des genres était là déjà, l'élimination de la pauvreté, mais il y avait seulement un objectif pour la protection environnementale, mais il n'y avait pas, par exemple, des langages sur les changements climatiques, parce qu'en 2000, on ne parlait pas beaucoup pour les changements climatiques. Alors, il y avait seulement un objectif pour préserver l'environnement. Et si on passe, par exemple, aux ODD, ça devient un objectif pour lutter contre les changements climatiques. Il y a un autre pour la préservation des territoires, des forêts et de la biodiversité. C'est beaucoup plus spécifique quand on passe aux ODD. Ça, c'est un exemple. Alors, je voulais dire que les ODD, ce sont déjà une amélioration des OMD qui existaient déjà. Les ODD ne sont pas la première chose qu'on fait. Les premiers groupes des objectifs, c'était les OMD. Et si vous avez des étudiants qui veulent plutôt faire une analyse temporale, ils peuvent aussi regarder qu'est-ce qui s'est passé avec les OMD. Est-ce que les thèmes sur lesquels je suis intéressé, il était inclus déjà dans les OMD? Et qu'est-ce qu'étaient les problèmes pour les OMD? Parce que comme les ODD, on a les problèmes de ne pas arriver au résultat qu'on voulait. C'était la même chose avec les OMD. Et quand les ODD sont développés, ils ont beaucoup étudié qu'est-ce qui s'est passé avec les OMD et comment on peut améliorer. Et une des choses qu'on a observé avec les OMD, c'était l'importance des moyens d'implémentation. Parce que normalement, les objectifs, c'était quelque chose comme éliminer la pauvreté. Il y avait ça c'était l'objectif. Et on pourra avoir un indicateur, non, les chiffres de personnes qui sont pauvres. Et on pouvait avoir ça. Mais il n'avait pas beaucoup d'attention sur les moyens d'implémentation. Les moyens d'implémentation, c'est comment faire que ça devienne réalité. Pour éliminer la pauvreté, il faut avoir des moyens d'implémentation. Et ça veut dire financement, ça veut dire accès à technologie, ça veut dire du commerce international. Ce sont des moyens pour faire que ça peut devenir une réalité. Et quand vous allez aux ODD, je vais vous envoyer les liens pour tous les documents. C'est un très long document et vous allez voir qu'il y a toute la partie, on peut dire substantive, où on parle de la réduction de la pauvreté. Mais après, il y a les moyens d'implémentation. Et les cibles, par exemple. Les cibles il y a les objectifs, qui sont les objectifs principaux. Les cibles sont les objectifs intermédiaires. Et la structure des ODD différencie entre deux types de cibles. Il y a les cibles principales, qui sont les cibles avec les chiffres. Par exemple, 1.1. Ça, c'est un cible principale. Mais il y a quelques cibles qui ont des lettres. 1.A, ou 1.B, 1.C. Quand on a des lettres, ça veut dire que ce sont des cibles moyens d'implémentation. Alors, on peut avoir, par exemple, un cible moyen d'implémentation qui dit il faut augmenter l'investissement dans cet et cet domaine. Ou il faut partager les technologies entre les pays riches et les pays pauvres. Il y a des choses spécifiques pour chaque objectif au niveau de faciliter l'implémentation. C'est pas seulement les cibles de réduire la pauvreté, mais c'est aussi des cibles d'implémentation, des moyens d'implémentation. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver aux autres cibles? Alors, on utilise des cibles avec les lettres pour aider à arriver aux cibles avec les chiffres. Alors, où la demande de notre collègue, c'était qu'est-ce qui se passe à 2030? On n'a pas encore une réponse, mais basé sur l'exemple du passé, où on a étudié l'expérience des OMD pour améliorer et créer un système plus fort, j'imagine que la même chose va passer quand on arrive près de 2030.
et on aura un nouveau système parce que les développements, on ne va pas arriver, on ne va pas jamais solutionner tous les problèmes. Ils continuent à exister. Dans quelques pays comme le Vietnam ou la Chine, ils ont fait des améliorations incroyables. Mais dans la plupart du monde, en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique latine, il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Et j'imagine qu'on aura un autre système pour continuer avec les ODD. Je ne sais pas si on va prolonger les ODD ou si on va faire avec les OMD, qu'on va changer leur structure. Alors, il faut apprendre avec les leçons. Il y a des gens, par exemple, qui disent que 17 objectifs, c'est trop. Alors, peut-être on va partir dans une direction de moins d'objectifs, de trouver moins d'objectifs, mais d'aller plus profondément dans chaque ça, ça, c'est une possibilité, mais on ne sait pas encore parce que tout ça se passe entre les membres des Nations Unies, ce sont les États membres. Et il y a une difficulté additionnelle, c'est qu'à ce moment-là, il y a je ne veux pas dire conflit, mais il y a une tendance parmi quelques pays de ne pas appuyer les questions multilatérales et internationales. Il y a des pays qui sont chaque fois plus individualistes et qui veulent seulement résoudre les problèmes individuellement, bilatéralement avec les pays. Et ça fait que la sphère multilatérale et que l'ONU devient d'une certaine forme euh, plus vulnérable. Alors, j'espère que l'ONU peut survivre à cette période-là d'attaque. C'est des attaques au système international, non? Alors, il faut que nos pays soient forts et que l'ONU continue à jouer son rôle international pour aider les pays plus pauvres. Parce que quand des pays forts, riches, parlent bilatéralement avec les pays pauvres, on sait déjà quel est le résultat. Et un lieu où les pays peuvent parler ensemble, ça donne plus de pouvoir aux pays plus pauvres. Alors, c'est important aux pays moins développés de continuer à défendre l'ONU, je pense, parce que ça accroît la voix des pays des pays en voie de développement. Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer dans ces débats de développement, qu'on aura un système encore mieux et amélioré, mais on verra. On ne sait pas encore où on est. Oui. Merci beaucoup Mario pour cette réponse. La question suivante, ça va être un mix de deux questions qui ont trait à la fiabilité, au suivi des données. En fait, il y a pas mal de questions sur les données qui viennent Mhm. nourrir toute cette réflexion et la réponse à ces objectifs. Donc, il y a une question qui est plutôt comment on va garantir la continuité, et surtout la fiabilité, le suivi de ces données. Et l'autre, Mhm. qui consiste à dire des données, il en existe aussi beaucoup et qui sont le fruit de la recherche. Et donc là, vous avez vraiment un public de jeunes chercheurs, doctorantes et doctorants. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ces données soient insérées et en fait viennent aussi nourrir la database des institutions onusiennes? OK. Alors, ça, c'est une très bonne question aussi. Les données sont un des moyens d'implémentation. Parce que sans accès à données, on ne peut pas vérifier où on est, où on veut aller, non? Alors, les données sont très importantes. Les pays reconnaissent ça. Et l'ONU aide les pays à former des capacités dans le domaine statistique. Il y a des programmes, des projets et tout ça. Ici à Madagascar, on a quelques séries de données très complexes et très bonnes. Par exemple, maintenant, il y a 2 semaines peut-être, une semaine, non, je pense que ça vient dans une semaine, mais il y a une enquête qui est faite à chaque 3 ans peut-être, qui s'appelle MIX. Et les mix, ce sont des données sociales, des données sociales. C'est une grande enquête les statisticiens vont dans toutes les régions du pays pour trouver des données. Et je pense qu'ils parlent avec plus de 25 000 personnes. Et ils font ça d'une manière qui respecte la distribution de la population, des genres, des âges et tout ça, pour avoir une image cohérente de Madagascar.
Et ça, c'est un exemple d'une activité très utile aux ODD. Alors, ces données, ils sont peut-être, je pense que cette semaine ou la prochaine, ça vient public, que tout le monde peut le voir. Mais à ce moment-là, ces données ne sont pas encore dans la base de données de l'ONU parce qu'il y a tout un processus. Alors, comment ça marche? Toutes les données qui sont dans la base de données, qui est en base mondiale, les données de chaque pays sont soumises par son gouvernement. Alors, c'est les gouvernements de Madagascar qui soumettent les données. Ce sont des données qui ont été collectées ou approuvées par les gouvernements. Alors, ça va, l'Instat ici à Madagascar a un rôle très important là-bas. Alors, il y a des données déjà qu'on a beaucoup de données, mais qu'on a des lacunes qu'on n'a pas pour toutes les années. Ça, on ne peut pas changer pour les passés. On ne peut pas revenir au passé pour voir quelle était la situation là-bas, non? Mais ce qu'on peut faire, c'est d'ici au futur de changer et de commencer à avoir régulièrement des données pour ça. Alors, les enquêtes comme les mix sont chères. Alors, quand le gouvernement de Madagascar, par exemple, quand il a fait le mix 2025, les données sont publiées 2026, mais ce sont des données 2025. Ça est fait avec l'appui financier du Japon, de l'Union européenne, de l'UNICEF, c'est l'ONU, l'UNICEF. Alors, ce sont des activités chères à faire. Alors, c'est difficile de les faire tous les années. Alors, on a des informations à chaque 2 ou 3 ans ou 4 ans. Et quelquefois, les statisticiens font il y a comment on dit, des méthodologies pour estimer des valeurs intermédiaires, par exemple. Mais ça, c'est fait avec les spécialistes du pays. Alors, c'est l'Instat, l'ONU et tout ça qui travaillent ensemble pour estimer quelques données. Mais à la fin, l'ONU publie seulement les données qui sont approuvées par les gouvernements. Et à cause de ça, c'est important que le gouvernement puisse travailler dans ces domaines. Et chaque fois plus, le gouvernement est plus actif, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Et c'est pas seulement Madagascar. Il y a des lacunes dans plusieurs pays, mais parmi les pays moins avancés comme Madagascar, il y a plus de lacunes. Il y a mais comme je dis, les mix, c'est très, très intéressant. Je veux voir aussi si le mix a été publié. S'il a été publié, je vais partager avec vous et vous aurez accès. Ce sont des données sociales plutôt. Et ici, il y a un élément très, très innovateur. C'est ça qu'on dit en français. Un élément très innovateur, que c'est des données sur les jeunes. Parce qu'on a vu, par exemple, que les jeunes sont très importants pour le développement de tous les pays. Et à Madagascar, encore plus, parce que la population est très, très jeune ici. Et on a vu ça dans la réalité avec les manifestations l'année passée qu'il faut donner plus d'attention aux jeunes. Et les mix, il a des données sur les jeunes. Et ça, c'est important aussi. Alors, le gouvernement a déjà fait un effort pour trouver plus de données sur les jeunes. Ça, c'est très important. J'ai parlé des femmes avant. L'égalité des genres, c'est une priorité. Mais aussi la participation des jeunes est un élément très important dans l'agenda du gouvernement actuel, du régime actuel à Madagascar. Alors, je vais mettre ça dans ma liste des choses à partager, c'est les mix. Alors, pour conclure, pour les lacunes et tout ça, j'imagine que c'est une question aussi des financements et des capacités des opérateurs dans le domaine. Mais Madagascar a déjà amélioré et les mix, c'est un élément positif surtout sur les côtés sociaux, non? Alors, ces données ne sont pas là. Ça c'est un problème, c'est les temps quelquefois, quand, par exemple, le mix est disponible dans les prochaines semaines, peut-être pour arriver à la base d'ONU, ça peut prendre un an quelquefois. Parce que ça dépend que les gouvernements envoient les données. L'ONU ne peut pas aller dans les sites du gouvernement à obtenir les données et mettre dans la base de données. Il faut être officiellement soumis par les gouvernements et tout ça. Alors, quelquefois, il y a des pays qui sont plus bureaucratiques que d'autres. Il y a des pays qui envoient les données comme ça et on peut alimenter la base de données. Il y a d'autres pays qui sont plus lents, que ça prend plus de temps. Et ça aussi, c'est une barrière. Il y a pas seulement les finances ou les capacités techniques, mais il y a aussi la capacité administrative.
et les rythmes du gouvernement. Et quelquefois, les données existent, mais ils ne sont pas soumis. Alors, on ne peut pas publier. Et il y a des incohérences comme ça, quelquefois, oui. Oui, peut-être une question parfois aussi de volonté, effectivement, ou pas, on peut Ouais. imaginer. Merci beaucoup, Oui, Mario. quelquefois, Mm. ouais, il y a des pays, par exemple, où les données sont devenues pires. Alors, quelquefois, les politiciens, ils ne veulent pas publier ça. Oui, Ils attendent jusqu'à les élections pour publier après. Il y a beaucoup de questions, non, qui bien sûr. justifient. Ouais, ouais, La dimension politique est importante. Merci ouais. beaucoup pour ça. Il y a plusieurs questions qui se ressemblent un peu et qui consistent à dire en fait quels sont les principaux freins à Madagascar, les principaux obstacles qui empêchent l'atteinte des ODD. Mhm. OK. Je suis à Madagascar il y a 7 mois. Avant ça, comme j'ai dit, j'étais au monde arabe. J'étais à Beyrouth. C'était une région en développement aussi. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu des nécessités beaucoup plus graves. Ici, c'est vraiment un pays moins avancé. Dans le monde arabe, il y a des pays plus riches, des pays moyens, il y a quelques pays qui sont aussi moins avancés, comme les Djibouti ou les Comores. Les Comores sont considérés un pays arabe. C'est un pays africain, mais aussi arabe. Il fait partie de l'Union des pays arabes. Alors, ce sont des pays moins avancés parmi les pays arabes. Mais la réalité de Madagascar, c'est vraiment parmi les pires. Et malheureusement, c'est la réalité. Madagascar, si on regarde, et vous pouvez faire ça aussi parce que maintenant vous aurez accès aux données, à la base de données, vous allez voir que Madagascar est parmi les pays avec les résultats plus faibles dans tous les pays du monde. Et alors, ça crée des barrières qui, dans d'autres pays, sont moins importantes. Par exemple, l'accès à l'eau, que j'ai déjà mentionné, ou l'accès à l'énergie. Madagascar, malheureusement, est dans une situation pour, pour faire la majorité des choses dans le monde, dans la vie actuelle et pour le développement, il faut avoir de l'énergie. Et ici, il y a une grande partie de la population qui n'a pas même d'accès à l'énergie ou d'accès de l'eau avec des qualités et tout ça. Ça a des effets dans tous les ODD. Par exemple, l'eau, accès à l'eau. On imagine, ah, ok, c'est seulement l'accès à l'eau. Non, l'accès à l'eau a des conséquences directes sur la santé. Alors, la santé à Madagascar est beaucoup pire que dans les autres pays du monde. Et c'est pas seulement à cause de l'eau, mais l'eau a un impact très, très grand sur la santé, non? On pense, ah, l'eau, c'est seulement l'eau et la santé. Non, c'est aussi la protection des femmes contre la violence. Parce que dans la plupart des pays du monde, les femmes ont d'accès à l'eau d'une manière sécurisée. Vous avez de l'eau dans sa maison. Mais à Madagascar, il y a des régions où il n'y a pas de l'eau dans la maison. Quelquefois, il n'y a pas même de l'eau dans les villages. Il faut chercher de l'eau après plusieurs kilomètres et tout. Et ça crée des difficultés pour les femmes parce que ce sont surtout les femmes qui vont chercher de l'eau. Alors, elles perdent beaucoup de temps pour y aller. Et à cause de ça, beaucoup de femmes étudient moins parce il faut trouver de l'eau, il faut avoir de l'eau pour survivre. Alors, c'est surtout les femmes qui vont chercher de l'eau et à cause de ça, ils étudient moins et on entre dans un circuit vicieux que les femmes sont moins avantageuses que les hommes. Et oh, c'est pas seulement accès à l'eau, c'est pas seulement la santé, c'est pas seulement l'accès des femmes à l'éducation, c'est même la sécurité des femmes. Parce que quand elles font des longs trajets comme ça, des zones rurales qui peut-être sont moins sécurisées, elles s'exposent au risque de violences physiques et violences sexuelles. Alors si on commence à voir, je peux continuer. On a commencé avec l'eau, mais il y a plusieurs interconnexions. Et comme à Madagascar, les choses plus basiques comme l'eau sont encore un grand problème, ça veut dire que tous les autres domaines sont des grands problèmes. Alors, il y a des pays qui sont aussi des pays en développement. Par exemple, beaucoup de pays en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est. Mais là-bas, ils ont beaucoup de problèmes, mais au moins, ils ont de l'eau. Alors, s'ils ont déjà de l'eau, et s'il y a de l'eau dans les robinets, c'est beaucoup plus facile d'améliorer la santé, c'est beaucoup plus facile d'améliorer l'éducation des femmes, c'est beaucoup plus facile d'améliorer la sécurité des femmes et de lutter contre les violences basées sur les genres. Vous voyez? Alors, malheureusement,
les problèmes les plus basiques comme l'eau et l'énergie fait que tout devient plus difficile à Madagascar. Alors, je pense que tous les ODD sont très importants, mais malheureusement, on est dans une situation où les besoins plus basiques sont encore manquants pour la plupart de la population. Et ça fait que tous les ODD deviennent compliqués. Ouais. D'accord. Et du coup, vous auriez peut-être une idée de qu'est-ce qui fait que... Quel est le frein principal à ça? Quel obstacle il faudrait lever pour permettre cet accès à l'eau ou à l'énergie dans le cas de Madagascar? On dira qu'il y a toujours la nécessité de financement, non? Madagascar ne génère pas suffisamment de revenus publics. Madagascar reçoit quelques financements étrangers. Mais c'est pas seulement ça. Que même quand il y a des financements, il y a quelquefois, l'argent existe mais l'argent n'est pas dépensé. Vous voyez, il y a même des bailleurs qui ont trouvé de l'argent, on va faire quelque chose avec ça, argent, et quelquefois, les projets ne se développent pas. Alors, je pense qu'il y a des problèmes de financement, mais il y a aussi des problèmes d'administration, de comment manage, comment on dit en français, manage, de gérer, Manager, gérer, oui. mieux ménager et tout ça. Alors, ça, c'est un frein. Euh, il y a des aspects politiques, par exemple, le gouvernement actuel, il a un intérêt beaucoup plus grand à trouver une diversification économique. C'est une priorité pour le gouvernement parce qu'à Madagascar, on a une économie de très basse valeur ajoutée. C'est 75% de la population qui travaille sur l'agriculture et c'est une agriculture pas commerciale. C'est presque une agriculture pour survivre. Alors, il n'y a pas beaucoup des opportunités pour diversifier l'économie. Les pays qui sont devenus riches, ce sont des pays qui étaient des pays agricoles, mais qui ont développé des autres secteurs. Et Madagascar est encore dans la manque de diversification économique. Le gouvernement actuel, il est très intéressé à changer ça. Le gouvernement actuel a l'intérêt à le faire. On espère qu'on va aboutir à faire ça. Alors, je pense que c'est un bon indicateur qu'il y a la volonté politique. C'est pas toujours qu'on a la volonté politique. Et je pense que nous sommes dans un moment à explorer un moment des possibilités. Parce qu'on est dans un moment où le gouvernement écoute plus et est plus ouvert à trouver des solutions. Je pense que, il y a les freins traditionnels, tout le monde parle de financement. Le Hmm. financement, c'est très important, mais Mais il n'y a aussi pas que l'accès à ça. la Hmm. technologie et tout ça. Et ce sont les usual suspects qu'on parle, non? Qui à Madagascar, on manque beaucoup. Et je pense que la diversification économique est est un élément qui peut avoir des répercussions positives dans tous les domaines. Parce que Oui. pour avoir le développement, il faut avoir d'activité économique, il faut avoir d'emplois. Il faut créer des emplois et on espère qu'on fait des emplois qui sont plus sophistiqués. Si on reste parce que Madagascar compète avec tous les pays du monde. Dans la plupart du monde, il y a des investissements de l'éducation pour avoir des capacités chaque fois plus élevées, pour aller dans les domaines ou les secteurs plus élevés. Par exemple, j'ai parlé de Vietnam. Ils étaient la majorité des agriculteurs, mais le gouvernement a établi des programmes, des techniques pour former des personnes qui pouvaient travailler en principe, c'était l'industrie textile. C'était les vêtements, les chaussures. Et ils ont entraîné les gens pour faire ça. Et après, en décennie, ont commencé à entraîner les gens pour faire des machines et des équipements. Et après quelques décennies, maintenant, ils travaillent au même niveau que la Chine ou d'autres pays avancés. Ils ont souffert ce changement. C'est un changement économique, mais qui est accompagné du changement des personnes. La population doit avoir des capacités. Et les Vietnam a su faire ça. Et Madagascar n'a pas encore fait ça. Les capitalement, il y a une grande population jeune qui pourrait être un grand atout pour pour les pays, non? Si vous avez des jeunes, des travailleurs, c'est un grand atout. Mais malheureusement, les skills, la capacité spécifique
pour avoir une économie dynamique et moderne ne sont pas là. Et si on va dans la direction dans diversification économique, mais durable, on veut respecter les nécessités des populations, des communautés et de l'environnement, non? Alors, je pense que ça, c'est j'ai mentionné de l'eau déjà comme un élément important, l'énergie, la diversification économique. Ce sont des choses essentielles que Madagascar nécessite. Ouais. L'infrastructure Hmm, aussi. C'est très oui, oui. difficile ici d'aller d'une partie à l'autre partie du pays. Et ça fait qu'il y a si Madagascar est un pays pauvre, parmi les plus pauvres, il y a des régions ici qui sont encore plus pauvres que la moyenne nationale. Alors, il faut aussi faire attention à ça, qu'il y a des régions, c'est un pays pauvre, la moyenne est pauvre, mais il y a des régions qui sont extrêmement pauvres. On ne peut pas tout faire à Tana, il faut avoir le développement de chaque région. Il faut trouver des solutions pour chaque communauté. Hmm. Et on est encore loin de ça aussi, mais Madagascar ne sera jamais un pays développé s'il y a des régions extrêmement pauvres. Merci Mario. C'est un travail, mais voilà, c'est en chemin. Je sais que le tableau est assez dur. Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'on a déjà atteint le temps et qui peut-être vous fera sourire, mais elle révèle aussi des choses sur la façon dont fonctionnent les institutions onusiennes. C'est étant donné qu'il est possible d'évaluer chaque pays individuellement, à quoi s'exposerait un pays qui est trop loin de ses objectifs? Est-ce qu'il y a une punition? Est-ce qu'il se passe quelque chose si on n'a pas encore atteint les objectifs, Mario? Il n'y a pas une punition de la partie de l'ONU, mais il y a une auto-punition. Parce que ça, c'est un système pour contribuer à la pensée, pour l'organisation, la planification du développement. C'est un outil pour aider les pays à sortir de la pauvreté, pour sortir de la violence basée sur les gens. Ce sont des outils que le gouvernement peut utiliser. Alors, si le gouvernement ou les pays, parce que je dis les gouvernements, mais en réalité, les programmes 2023, 2030, c'est pas seulement les gouvernements. Les gouvernements signent les documents, mais par définition, les programmes 2030 et les ODD, ce sont des objectifs pour les gouvernements, mais aussi pour le secteur privé, pour la société civile, pour l'académie, les universités, les centres de recherche. Ça, c'est reconnu dans les programmes. Si vous lisez les programmes, il y a plusieurs dimensions ou plusieurs acteurs. Et chaque acteur pour contribuer de sa manière. Alors, j'ai beaucoup parlé de gouvernement, mais c'est pas seulement le gouvernement. Alors, les ODD, les programmes 2030, ils sont là pour aider les gouvernements, la société civile, les secteurs privés à contribuer au développement de son pays. Mais s'ils décident de rien faire, c'est les pays qui vont souffrir. Et on voit que d'autres pays qui l'utilisent deviennent encore plus compétitifs. Alors, c'est une autopunition, je dirais. Mais il n'y a aucun système de punir un pays. Comme je dis, c'est complètement volontaire. Et il y a même des incentives pour les pays moins avancés. Il y a des financements pour aider qu'un pays fasse son propre suivi. Vous voyez, il y a de l'analyse technique que des agences de l'ONU peuvent donner à un pays pour faciliter la suivi, les suivis. Alors, en résumé, il n'y a pas une punition de la part de l'ONU, c'est complètement volontaire. C'est une, c'est une opportunité manquée, je dirais, une opportunité de bénéficier d'un appui spécifique sur des choses spécifiques, mais aussi sur la planification générale, de penser au futur, de planifier, de trouver des leçons trouvées dans les autres pays, par exemple. Il y a tout un échange d'informations, il y a des réunions où les pays qui sont vus comme avant de succès, qui présentent ces histoires. Et, et c'est une opportunité, je dirais. Et c'est triste de manquer cette opportunité. Madagascar va saisir cette opportunité, j'en suis sûre. Un grand merci, Mario. On a dépassé un petit peu le temps. Je m'en excuse auprès de notre public. Merci du fond du cœur, Mario, parce que c'était très intéressant et vraiment, on a besoin de cette compréhension fine de comment sont faits ces objectifs et comment les implémenter concrètement à Madagascar.
C'était donc notre sixième et dernier webinaire. Donc pour ceux qui sont connectés, on se retrouvera en présentiel à Fianarantsoa très bientôt. Et je crois que c'est tout, Elliot. Oui, c'est tout, effectivement. Fin de ce cycle de webinaire. Du coup, on se retrouve maintenant pour notre école d'été à partir du 16 février. Enfin, on se verra la veille, certainement. Vous arriverez la veille à Fianarantsoa. Et puis c'est tout. Comme d'habitude, vous avez la petite enquête de satisfaction juste après le webinaire. Donc voilà, prenez le temps d'y répondre, ça nous aide beaucoup pour améliorer nos futures activités. Et puis merci infiniment encore Mario d'avoir accepté de notre invitation pour ce webinaire. C'était vraiment très intéressant. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Bonne Et journée à j'espère pouvoir contribuer si je peux dans le futur. Et je vais vous envoyer les liens pour toutes les informations et les documents que j'ai cités. Formidable. Super. Merci beaucoup, Mario. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée.